Dans cette édition, nous nous rendrons à Villefranche-de-Rouergue où l'on verra que le vinyle continue son retour en grâce. De nombreux passionnés se sont donné rendez-vous sur un marché spécialisé. Pendant ce temps, les plus jeunes ont eux une nouvelle passion, le hand spinner, star des récréations. Mais on se rend d'abord en Dordogne où un homme est mort ce week-end à cause de piqûres d'abeilles. Cet apiculteur amateur a voulu déplacer un essaim d'une habitation, un geste qui n'est pas anodin en cette période de l'année. Des précautions sont à prendre. Une ruche pleine à craquer, trop de locataires. L'heure de la migration approche, une trentaine de milliers d'abeilles et leurs vieilles reines sont prêtes au grand envol. La petite ruchette est bourrée d'abeilles. À l'intérieur, il y a beaucoup de nectar, beaucoup de miel, donc tout est prêt. Tout va bien. Cette colonie, si je n'intervenais pas, pourrait essaimer très prochainement. Il fait beau, le soleil brille, les fleurs débordent de nectar. C'est la saison de l'essaimage. Une manière pour la ruche de se dupliquer et de permettre à l'espèce de perdurer. L'essaim va sortir de la ruche et s'accrocher à une branche, à un piquet, etc., tout près de la ruche pour se former. Des ouvrières vont partir pour explorer les environs à la recherche d'un gîte possible. Alors ça peut être un tronc d'arbre creux, ça peut être une cheminée, derrière un volet, ça peut être un abri quelconque. Un essaim, ça reste un danger. À Trémola, ce week-end, un apiculteur est décédé suite à plusieurs piqûres alors qu'il tentait de récupérer la colonie. Pourtant, la plupart du temps, l'abeille gorgée de miel au moment de migrer n'est pas agressive. Si c'est un essaim qui est installé depuis quelques jours, qui a subi une pluie par exemple, les abeilles ont un peu faim, elles vont être un poil agacées. Donc là c'est vraiment possible de se faire piquer. Quoi qu'il arrive, devant un essaim, on fait appel à un apiculteur, on n'intervient pas seul. L'abeille mellifera, comme toutes les abeilles à miel, est une espèce protégée et son essaim ne doit surtout pas être détruit. Il fera d'ailleurs le bonheur de l'apiculteur, heureux de l'accueillir dans une de ses ruches. À Lyon, l'ancienne prison Saint-Paul, construite au 19e siècle en centre-ville et qui était connue ces dernières années pour sa vétusté, a été fermée en 2009 et entièrement réhabilitée. Aujourd'hui, ce lieu à l'architecture particulière accueille notamment l'Université catholique de Lyon qui organise des visites guidées. Une file d'attente digne d'une journée du patrimoine pour le symbole de l'enfermement. Ils sont 44 inscrits pour visiter l'Université catholique de Lyon, installée dans l'ancienne prison Saint-Paul. Et pour visualiser la réhabilitation, il faut monter dans les étages et se repérer avec les anciens plans. On va avoir un bâtiment ici qui est en étoile, un plan radial à 6 branches. La structure en étoile a été conservée et les bâtiments neufs adaptés à la forme. Vieux murs d'enceinte de la maison d'arrêt vidée en 2009 et nouvelle passerelle. On passe du passé au présent, de salles ultramodernes où subsiste la vue qu'avaient les prisonniers, à la vieille chapelle entièrement restaurée. Les architectes ont joué sur l'opposition histoire passée et histoire à écrire. Quand vous regardez derrière vous, vous voyez une partie de l'ancien bâtiment. Vous voyez, donc les petites fenêtres avec les barreaux, elles sont d'origine, elles n'ont pas été retouchées. Ici, quelques traces de ferronnerie. Le passé carcéral est bien là et c'est ce qui intéresse beaucoup de visiteurs. J'ai visité le quartier à l'époque où on démolissait. C'était déjà très impressionnant. Donc il est tout à fait intéressant, qu'on soit lyonnais ou pas lyonnais, de voir ce qu'on en a fait. Une ancienne cour de promenade transformée en cour arborée. La visite s'achève, mais les visiteurs ne se pressent pas pour quitter ce lieu qu'ils se sont appropriés. Particulièrement fier d'être lyonnais et de pouvoir voir qu'on remet au goût du jour des établissements comme ça. La curiosité pour cette réhabilitation hors norme, désormais habitée, n'attire pas que des visiteurs individuels. On a beaucoup de demandes d'organisations, d'entreprises, de groupes institutionnels qui viennent organiser des choses chez nous. Donc on a même un service de location de salles et un soir sur deux, pratiquement, on a des manifestations. Une université devenue un lieu d'échange et de confluence entre le passé et l'avenir. Connaissez-vous les hand spinners? Si vous avez des enfants entre 6 et 12 ans, sûrement, car c'est le nouveau gadget à la mode. Cette petite toupie à doigts fait une entrée fracassante dans les cours de récréation et est régulièrement en rupture de stock dans les magasins, comme ici à Metz. Jour de livraison dans ce magasin de jouets. Dans un de ces cartons se trouvent 96 hand spinners. Gagné! Un jouet phénomène qui fait tourner la tête des 7-15 ans depuis quelques jours. Je suis trop contente parce qu'en fait j'en cherchais partout mais partout c'est en rupture.
Donc là, je suis contente d'en avoir trouvé. Inventé aux États-Unis en 1997, le brevet du hand spinner est devenu public en 2005. Il a explosé d'un coup début mai. Ici, la livraison du jour à 5 € pièce sera écoulée en 2h15. Ça permet de canaliser leur concentration. Donc c'est pour ça en fait que les gamins aiment bien parce que c'est très sympathique à utiliser, mais les parents l'aiment d'autant plus parce que ça permet un petit peu d'aider les enfants à mieux se focaliser à l'école par exemple. C'est arrivé d'un jour à l'autre? D'un jour à l'autre, oui. J'étais pas au courant non plus et j'ai vu ça avec les gamins. Et alors, ils vous expliquent quoi? Que ça leur plaît? Ah oui, ça leur plaît énormément, puisque regardez, ils en ont pratiquement tous un. Toute l'école en ont et j'ai tout de suite dit que c'était trop bien. Certains enseignants s'inquiètent d'un jeu parfois incontrôlable. Oui, mais sans batterie ni forfait, le hand spinner devrait continuer à tourner un bon moment. Eux ne courent pas après les toupies, mais les vinyles, car pour toute une génération, cet objet culte a permis un accès à la musique anglo-saxonne. Et comme le vinyle revient à la mode, les marchés où l'on se rend pour dénicher des pépites se multiplient. Illustration à Villefranche-de-Rouergue. Rappelez-vous, ça craquait, ça se rayait, ça dérapait, ça gondolait. C'était le temps béni des vinyles. On l'avait cru enterré avec les CD, voilà qu'il ressuscite dans les bourses et les marchés. À Villefranche-de-Rouergue, ce dimanche, la chasse aux pépites était ouverte. J'ai un félin qui est très rare, pressage USA, et personne ne l'a à part moi, vu que je regarde sur 5 sites internet, ainsi que ce Ravi Shankar que j'ai eu l'occasion de voir en concert, qui est un pressage japonais, comme vous pouvez voir et lire sur la pochette. Très rare, très rare. Pépites, perles rares, tubes déchus, cette première bourse au vinyle, CD et BD organisée par l'association Musique et Dessin a fait le plein. On ne va pas parler de mort du CD, mais le vinyle reprend ses galons qu'il avait perdus pendant une dizaine d'années. Donc, et puis très fort aussi. Donc en fait les éditions des années 60-70, notamment en musique anglo-saxonne, sont le haut du pavé à l'heure actuelle. San Francisco, 1967, avec version de La Poupée qui fait non. On les garde longtemps parce qu'on a toujours autant de plaisir à les écouter. Aussi bien pour l'écoute que des fois aussi même pour les lyriques qu'il y a à l'intérieur, comme dans ce disque de la Révolution française. Intarissable collectionneur, un beau succès en vérité cette première édition. Et paroles d'ex-fans des 60s, nous aussi, on est revenus les mains pleines de souvenirs et de musique.